Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de podcast en duo. Vous êtes sur Heal the World, je suis Barbara et je suis ravie de vous retrouver et de retrouver mon invitée qui s'appelle Mélanie Mello, qui est artiste, photographe. Elle est aussi auteure et réalisatrice de documentaires. C'est entre autres pour ça que je te reçois aujourd'hui. Bonjour Mélanie et bienvenue. Bonjour Barbara, merci. Avec un grand plaisir. Aujourd'hui, en fait, j'ai envie que nous partagions une conversation ensemble pour libérer la parole et l'expression autour de ce passage des premières règles, des premières lunes. C'est le titre de enfin le nom en tout cas, je sais pas si on parle d'un titre pour un documentaire. C'est le titre, c'est ça. D'accord. Donc, première lune entre rites et tabous, l'histoire d'un passage. C'est à travers cet épisode, en fait, j'ai envie de saluer aussi, j'en profite maintenant, Julia Simon et Joanne Huttard qui ont mis en lumière ta proposition de contribution à ce projet de cœur. Et c'est par leur intermédiaire que j'ai fait ta connaissance et que j'ai eu l'élan de t'inviter pour ce podcast. Est-ce que tu aurais l'envie, alors c'est toujours un exercice que de celui de se présenter, mais comment tu dirais aujourd'hui la personne que tu es? Qu'est-ce que tu aurais envie de nous partager? Je suis donc Mélanie Mello. Le point de départ en fait de ce qui a guidé ma vie pendant de nombreuses années, c'est le fait que je ne me souvienne pas de mes premières règles et que je vive tout le passage de la puberté comme un énorme tabou, dans le sens où je faisais 1m72 à 12 ans. Là aujourd'hui je fais 1m80 et donc tout mon corps en fait, j'en avais honte, j'ai eu de la poitrine très tôt, j'étais très grande, donc ça faisait énormément, comment dire, ça créait en fait un malaise permanent quand j'étais à l'école. Et donc j'ai pas mal vécu le harcèlement scolaire par rapport soit à ma taille, soit par rapport à mes formes. Et donc quand j'ai eu mes règles, c'était vraiment la chose que j'avais pas du tout envie de voir. Pourtant on en parlait quand même assez facilement à la maison, c'était assez libre. On n'était pas, voilà, c'était pas non plus un sujet tabou justement. On en rigolait même. J'ai été ensuite, j'ai été très vite maman. J'ai rencontré le père de mes enfants et j'ai été complètement déconnectée malgré que j'ai eu des naissances à la maison et qu'on faisait l'école à la maison ou en voyage. J'ai été déconnectée de mon corps pendant de nombreuses années. Je n'écoutais absolument pas mon corps ni mes cycles. Et ce qui était important pour moi, c'était quand même d'être dans la performance, d'être linéaire et d'être toujours la même photographe reporter chaque jour avec le même niveau de forme, la même humeur et aucune vulnérabilité. J'allais toujours bien, j'étais toujours celle qui souriait. Et par contre, du coup, quand ça arrivait, en fait, les moments où je pouvais craquer, c'était tous aux abris parce que comme c'était pas habituel, c'était vraiment plein de débordements parce que je me permettais pas d'exprimer au fur et à mesure mes émotions. Voilà, ça c'est une présentation qui relie le film et mon travail et cette conscience en fait à quel point on n'est absolument pas linéaire. Et quand j'ai accouché de mon deuxième enfant, j'ai accouché à la maison et c'est passé quelque chose d'incroyable. C'est que déjà ça a été un accouchement incroyable. Et quand je suis retournée me rincer après l'accouchement, prendre une douche, je voyais le sang sortir de mes jambes et je me disais mais c'est quand même magique la vie. C'était que juste avant j'avais le bébé dans le ventre, là j'étais debout sous la douche en train de voir le sang s'écouler et de réaliser en fait à quel point c'est naturellement tellement bien fait. Pour moi je voyais vraiment ça comme une forme de magie et j'ai eu l'impression qu'au moment où j'ai eu cette connexion là, j'ai eu l'impression de me faire la promesse de commencer à aimer mon corps. Donc ça c'est vraiment parti de là et aimer mon corps, c'était pas que aimer mon corps par rapport au paraître parce que ça je l'ai fait. J'ai fait du mannequinat quand j'étais plus jeune. Donc voilà, ça je savais très bien faire, mais en fait je n'aimais pas mon corps parce que je n'aimais pas le rythme qu'il m'imposait, je voulais pas l'écouter, je mettais un couvercle dessus, les émotions et tout ce qui allait, et j'étais dans un rythme de vie qui pourtant en faisant l'école à la maison était quand même intense. Parce qu'on voyageait beaucoup, on était beaucoup en route avec les enfants. Il y avait il y avait les cours à assurer pour les enfants. En fait, j'avais pas de temps pour moi, hein, clairement, c'était ça. Et je ne me donnais pas non plus de temps d'écoute, sans parler de temps mesurable. Je voulais être toujours au top. Merci Mélanie pour ta présentation. Je trouve ça incroyable parce que à travers ton parcours, j'entends donc quelque chose en lien avec le féminin et le masculin, ces deux polarités-là. Et aujourd'hui, à travers ce que tu offres et ce que tu partages, tu donnes une voix
à la féminité en particulier. Comment est-ce que dans le parcours de la femme que tu étais, avec quand même une résonance avec la polarité yang, peut-être plus que de masculin et de féminin, donc cette action, cette énergie très linéaire dans une forme de performance, comment est-ce que ça s'inscrit dans ton parcours, cette envie d'exprimer et de partager pour les femmes? Avant d'expliquer comment ça s'inscrit, j'ai besoin d'expliquer le point de départ. C'est qu'en fait, quand j'ai accouché de mon Benjamin, Léo, qui a 8 ans aujourd'hui, j'ai eu un accouchement très très compliqué. J'ai vécu des violences gynécologiques vraiment importantes qui ont fait que j'ai été, pour la première fois de ma vie, vraiment en colère. Et en fait, la colère, c'était une émotion avec laquelle j'avais beaucoup de mal. Et en fait, cette colère de ce qu'on m'avait fait vivre, et cette colère de pas avoir été à la hauteur pour accoucher comme je voulais, enfin toutes les colères qui étaient envers moi, envers l'extérieur, etc. Et envers le domaine, enfin le milieu médical, qui était pour le coup pas vraiment médical parce que c'est un accouchement à la maison, mais qui s'est très mal passé. Ça a été vraiment le point de départ de m'écouter et de me respecter. C'est-à-dire qu'en fait, à travers cet événement où je me suis pas respectée, où j'ai pas osé dire non, où j'ai pas posé mes limites, et bien ça a été en fait une ouverture pour me permettre de m'écouter moi-même. Et je pense que le départ, il est vraiment, il se situe vraiment là, et c'est le départ du film, hein. C'est vraiment cette naissance-là qui a été le départ du film, où justement j'étais très yang dans l'action, mais par contre j'avais un côté vraiment sauveuse où je faisais tout pour faire plaisir à tout le monde, mais surtout pour me faire plaisir à moi, parce que je sais qu'il y avait vraiment eu un besoin d'être aimée à travers ça. Et cette attitude yang, en fait, elle correspondait pas au vrai moi. C'était vraiment, en fait, un déguisement. C'était un costume que je mettais tous les jours en me réveillant. Et en gros, avec cette naissance-là, je pense que j'ai été vulnérable et j'étais vraiment regardée à quel point j'étais fragile, à quel point j'avais beau être dans l'action, j'étais pas capable de me positionner, de dire non. Et en fait, tout ça, ça s'est vraiment inscrit dans un souhait de plus laisser faire ce genre de choses, en fait, une globalité, en fait, des femmes dans le monde. Il y avait vraiment ça. Mais en fait, plus laisser faire ce genre de choses, ça passe aussi par apprendre aux femmes à s'écouter. Parce qu'on peut pas poser ses limites si on s'écoute pas, si on n'a pas conscience de sa cyclicité. Pour moi, c'est vraiment comme un puzzle que je remettais en place. Et en fait, en m'écoutant, j'écoute mes besoins. En écoutant mes besoins, je peux poser mes limites. Et en fait, de cette sorte-là, je peux me respecter et ne pas forcément tout non plus rejeter la faute la responsabilité de ce qui m'est arrivé sur l'autre. Et c'est ce que j'ai fait avec la sage-femme qui m'a accompagnée, c'est que j'ai réussi à la pardonner de ce qui avait été, ce que j'avais considéré comme, à l'époque, je me considérais comme une victime et j'avais complètement subi, mais il n'y a aucun moment en fait où j'ai été obligée. J'ai toujours dit oui en fait à ce qui a été proposé. Il y a des choses où je me suis laissée surprendre parce que je suis dans un état de vulnérabilité, mais je pense que si j'avais appris à m'écouter plus tôt et donc écouter aussi mes cycles et écouter mon émotionnel et tout ce qui est rattaché au rythme de la nature, là où je veux en venir, c'est qu'en fait le film, j'ai l'impression que c'est la première fois que j'arrive à le résumer ainsi. Il part du principe que dès qu'on a ses premières règles, on a un signal dans notre corps. Et ce signal dans notre corps nous amène à écouter. Et pour moi, c'est un peu la porte d'entrée vers l'écoute et la cyclicité. C'est pour ça que je voulais partir des premières règles. C'était vraiment ça, parce que j'aurais pu très bien parler des violences gynécologiques ou de la naissance ou d'un tas d'autres choses hyper passionnantes ou rasantes, peu importe, sur lesquelles j'ai envie de travailler. Mais pour moi, c'était vraiment ça. C'est la porte d'entrée vers aller à l'intérieur. Et donc, je me suis dit, je vais pas parler de la naissance, je vais aller au point de départ, en fait. De là où moi, j'aurais aimé commencer à m'écouter pour pas vivre ce genre de choses à 35 ans, à 23 ans, à 25 ans. Et c'est des situations qui se sont répétées dans ma vie systématiquement et qui se répètent encore, ou quand je ne suis pas à l'écoute de mes besoins et quand je veux faire plaisir à l'autre, ou quand ça va trop loin pour moi, je le paye après. Ce qui est assez fou, c'est que je suis née avec un énorme grain de beauté entre les yeux. Je sais que j'ai l'intuition de sentir quand il faut pas y aller, même si je l'écoute pas souvent. J'ai eu des frissons pendant une bonne partie de ton partage. Pour moi, en fait, un des enjeux de mon cheminement et de l'écoute de moi, c'est passé par le passage de la mort.
Mhm. Cette année, il y a beaucoup de choses en lien pour moi avec le passage de la naissance. Et en fait, je me rends compte à travers la génération des femmes que nous sommes, d'avoir mis en place une écoute de nous, souvent en lien avec la maternité ou le deuil. C'est vraiment ce que j'observe chez plein de femmes autour de moi. Il y a une reconnexion à ce que nous sommes, à l'écoute de nos besoins, à l'écoute de notre corps, une reliance aussi entre femmes et entre humains en Mhm. général. Et aujourd'hui, c'est comme si nous en étions à pouvoir prendre soin du premier passage des jeunes filles, en fait, entre le fait qu'elles soient enfants et qu'elles passent à l'âge de devenir femmes. Et je trouve ça extraordinaire d'en être là. Ça y est, enfin nous y sommes. Ton film sort. C'est quand même une avancée extraordinaire que de pouvoir avoir aujourd'hui accès à ce contenu. Je pense à d'autres personnes qui offrent des espaces de reliance entre mère et fille, ou entre marraine et fille, ou entre un adulte et un enfant pour prendre le temps de vivre ce passage et d'accueillir cet espace de vie, en fait, et de lui offrir quelque chose de la reconnexion à un moment divin, un moment unique, un moment sacré. Donc je voulais te remercier vraiment d'offrir ça pour les générations qui arrivent. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ces pratiques de reprendre du temps et de mettre de l'espace au service des passages, et en particulier celui des premières lunes? Je trouve ça plutôt génial. Après, je pense qu'en fait, ce qui est important aussi de regarder, c'est à quel point ça n'est pas le cas partout. Moi, j'ai vraiment cette volonté-là que ce passage des premières règles, juste le fait de s'approprier ces règles en collège, pour moi, c'est important parce qu'en fait, c'est sûr que pour moi, c'est assez évident d'être dans un réseau où les gens pensent comme moi, où il y a ces interrogations-là, etc. Mais pour la plupart, en fait, des jeunes filles qui sont dans n'importe quel lycée et n'importe quel collège, elles n'ont pas forcément accès à ces informations-là et elles n'ont pas non plus accès à ces temps-là. Ce qui est important, c'est déjà alors, dans un premier temps, de ne pas faire de forcing et de ne pas culpabiliser, mais de prendre ce passage-là, c'est aussi, des fois, ça passe par des choses très concrètes. C'est-à-dire que mettre un peu de joie, de légèreté et d'humour dans le fait de apprendre à mettre une serviette. Moi, je me rappelle très bien que la première fois où j'ai mis ma première serviette, à l'époque, c'était pas des légères. Je me rappelle qu'on m'avait passé une serviette qui était hyper épaisse. Je n'arrivais pas à marcher avec. J'ai l'impression de marcher comme un canard et que tout le monde savait ce qui m'arrivait. Je me rappelle, j'avais cours de volley. Je pouvais pas me déplacer. J'étais tellement mal. Et je me dis, ce moment-là où on est un peu obligé d'être au collège ou de continuer le rythme, mais si on commence déjà par s'accorder un temps ou pouvoir avoir un temps à ce moment-là pour s'approprier ces premières règles, rien que physiquement, je pense que c'est déjà la base. Et après, on plante une petite graine, une petite graine, une petite graine. Mais c'est sûr que si on dit à toutes les collégiennes, voilà, asseyez-vous le bassin par terre, hein, mettez-vous en méditation avec une petite bougie et dites merci d'avoir vos premières règles, ça marchera pas. Ça, je le sais très bien et voilà, et je le constate tous les jours parce que je fais des conférences, des ateliers, etc. Et ce qui marche bien, c'est de commencer par quelque chose d'un peu ludique, d'avoir soit des discussions, soit des ateliers vidéo, soit des ateliers podcast. Je fais aussi pas mal sur le passage de la puberté. Et c'est une façon de semer un peu des petites graines. Et puis après aussi, j'ai toujours une petite part de scepticisme parce que j'aime bien que le temps ou se choisir, ça soit pas une injonction pour les jeunes filles quand elles sont pas prêtes. Et mon autre part sceptique, c'est aussi de constater qu'il y a énormément de mères qui veulent tellement bien faire et qui projettent sur leurs filles ce qu'elles auraient voulu faire pour leurs règles. Sauf qu'à l'époque où leurs filles à l'époque où elles ont eu leurs règles, elles n'auraient pas souhaité être publiquement montrées en cercle de femmes ou être dans un atelier. En fait, c'est un souhait qui est actuel par rapport à la connaissance actuelle. Mais aujourd'hui, en fait, les jeunes filles, elles ont énormément de pudeur. Et je pense qu'en fait, voilà, faut vraiment y aller très tranquillement. Faut pas forcer. Et voilà, après, c'est vraiment en fonction de chaque jeune fille, des milieux aussi dans lesquels elles ont grandi. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas de règle
c'est le cas de le dire. Quand je le dis, il n'y a pas de règle exacte pour bien faire. Mais c'est vrai que ouvrir le dialogue et semer, même en rendant un peu joyeux, c'est vrai que maintenant on voit de plus en plus de t-shirts, de bracelets, des choses comme ça pour les filles, ou même des sculptures ou des dessins de vulve. Bah, en fait, c'est vrai que tout ça, c'est une façon un peu rigolote, donc ça peut pas être extrême. Mais je pense qu'on est vraiment obligé d'aller vers ça pour revenir après à un équilibre justement qui soit bien situé entre les deux. Le fait justement qu'on ait été carrément tout mis sous le tapis, on cachait, etc. À maintenant aujourd'hui d'être plus dans un équilibre en fait avec le tabou et le non tabou. Ben voilà, c'est l'extrême va permettre de revenir à l'équilibre, on va dire ça. Mais bon, ou pas. Enfin, on peut rester dans l'extrême aussi, ça peut être sympa. C'est intéressant d'avoir ton point de vue. Moi, ce que j'entends à propos de Première Lune aussi, c'est que tu as pris un temps qui va concerner de façon globale quasiment une personne sur deux sur la planète. C'est-à-dire qu'on a à peu Exactement. près un individu sur deux qui allons faire l'expérience des règles. Et en même temps, à travers Première Lune, j'entends aussi une reconnexion à l'unicité, au fait que chacune ait son expérience propre, en Mhm, fonction de sa famille, en fonction de sa culture, en fonction mhm. de son pays ou de la communauté dans laquelle elle se trouve. Et j'aime vraiment le fait que tu offres des regards et des propositions, des suggestions, en tout cas c'est comme ça que je ressens Première Lune, pour explorer, pour balayer des choses différentes, pour montrer des propositions, parce que effectivement, tu viens entre la France, le Canada, le Sénégal, le Rwanda et la Réunion, je crois. Oui, bravo. Euh, et donc, enfin, voilà, c'est une proposition. Ce qui m'intéresse à travers ça, donc ce fait d'être en lien avec la singularité de ce passage pour les unes et les autres, c'est de savoir déjà comment est-ce que tu as choisi les nations, enfin les lieux finalement qui t'ont accueilli pour cette expérience et ce documentaire. Ça a été quand même 6 à 7 années de recherche. Donc j'ai étudié carrément des textes et des thèses sur les rites de passage. Et les plus passionnantes, c'était des pays vraiment dangereux où je ne me suis pas rendue. Voilà, je sais que par exemple, il y a les Touaregs d'une plaine qui est tout au nord du Mali, qui ont un rituel magnifique qui est une initiation émotionnelle. Et en fait, il y a des endroits où j'ai pas pu aller et où je me serais mise en danger. Et il y a des endroits où je suis allée et où je me suis mise en danger clairement aussi, mais que je n'ai pas pu filmer. Donc il y a eu pas mal de... On va dire que ça a été le choix, ça a été... j'ai passé au peigne fin tous les rituels qu'il y avait. Et ensuite, j'ai enlevé les pays qui étaient vraiment trop risqués. Et ensuite, j'ai vu là où je pouvais avoir des contacts. Donc c'est pour ça que malheureusement, je ne suis pas allée en Amérique du Sud. Déjà parce que je ne parle pas du tout espagnol, mais j'aurais pu très bien y aller avec une personne tierce. Mais ça n'a pas été fluide. Il n'y a pas eu j'ai pas eu de connexion particulière avec l'Amérique du Sud, alors que j'en avais très envie, mais j'ai pas forcé. Donc je me suis quand même assez laissée porter par les contacts. Au début, je savais exactement ce que je voulais, donc j'avais créé mes personnages idéaux. Et puis quand les portes se fermaient, ben, je me laissais quand même porter justement par ce qui se présentait à moi. Donc par exemple pour le Rwanda, je connais le réalisateur Olivier Jourdain en fait d'un documentaire qui s'appelle L'eau sacrée, qui parle en fait de l'éjaculation féminine. Et dans son film, il y a un tout petit passage en fait qui parle d'un rituel qui a lieu. Et donc je l'ai contacté directement. Et donc je n'étais pas du tout dans le milieu du cinéma, donc j'avais vraiment zéro contact. Et donc je l'ai contacté sur Facebook, sur Instagram, par email. Il m'a jamais répondu. Et puis je l'ai trouvé sur IMDb et sur un site. Un jour j'ai trouvé son email. Alors voilà, et là je me suis dit, bon, si là il me répond pas, là je ne force pas, ça veut dire que... Et là il m'a répondu, et il m'a prêté sa voiture, son appart au Rwanda, et il m'a laissé y aller, il m'a donné les contacts, etc. Et donc du coup j'ai pu aller à la rencontre de ces jeunes filles, parce que c'est quand même, voilà, c'est quand même pas toujours facile, parce que c'est plus difficile que de trouver une femme qui va accoucher, de trouver une jeune fille qui va avoir ses premières règles, et qui va célébrer ça. Donc souvent c'est moi qui me suis calée sur les dates qui étaient déjà prévues de leur rituel
Il y a un rituel où j'ai pas pu aller en Colombie parce que c'est tombé en plein Covid. Donc tout a été annulé, il a été préparé 6 mois à l'avance. Donc ça, c'était la seule porte ouverte que j'avais vers l'Amérique du Sud. Mais voilà, mais tout s'est fermé. Mais c'était et d'ailleurs, je devais y aller avec Joanne. Voilà, et donc ça s'est fermé. La Namibie, ça s'est fermé, alors qu'ils ont un magnifique rituel, mais en fait, ils me demandaient des droits exorbitants pour filmer. Voilà, et qui ne reversaient rien au peuple, etc. Donc du coup, j'ai pas voulu cautionner ça. Pourtant, j'y suis allée 2 fois. Et ensuite, pour le Sénégal, c'était pas du tout prévu que je filme au Sénégal. C'est moi qui posais des questions comme ça. Donc, j'y suis pas allée avec le même matériel. Donc, heureusement que la personne qui a fait le mixage a réussi à récupérer le son qui est pas de super qualité parce que j'y suis allée avec un appareil photo qui n'est pas du tout les mêmes caméras qu'il y a le long du film. Et après, en fait, ça a été beaucoup de personnes qui m'ont dit: Ah, mais tu connais un tel, c'est un chef algonquin, il est au Québec, contacte-le, peut-être, on sait jamais. Et ce chef et sa femme m'ont dit qu'ils avaient aucun contact et me renvoyaient toujours vers leur assistante pendant hyper longtemps. Et un jour, elle m'a envoyé un message en me disant: Écoute, j'ai une grande nouvelle, je connais quelqu'un qui va célébrer ses premières règles, voici son contact. Et là, j'ai pris mon billet d'avion en 2 jours, j'avais tout bouclé, c'était pas du tout prévu que je parte. Donc ça a été vraiment un espèce de jeu, j'avais l'impression de jouer à cache-cache. Voilà, il y a eu ça. Et puis après, la réunion, ça a été aussi par... Non, mais ça a été comme... Franchement, ça a été quand même tout le temps par contact. Et parce que j'en parlais tout le temps. C'est-à-dire que c'est sûr que si j'avais pas abordé le sujet, dès que j'allais quelque part, j'étais tellement passionnée, je sais pas, c'était ma raison de me lever. Alors, il y avait mes enfants, ma raison de me lever le matin, mais c'était vraiment j'avais l'impression que c'était ma mission. Alors, je sais que ça fait rire des gens, voilà, parce qu'il y en a plein qui disent on n'a pas de mission, ou voilà, parce que c'était peut-être des croyances, mais moi je le sentais, c'était mon appel, tu vois, c'était vraiment non mais il faut, enfin c'était vraiment je dois le faire. Et donc pendant 7 ans, ça a été très intense. Il y a eu des annulations, il y a eu des choses qui se sont faites, des choses qui ont été ratées. Enfin, ça a été vraiment une aventure. Et puis en plus, bah, de m'adapter à chaque fois à chaque climat, à chaque pays, de partir, de revenir dans le pays, de la langue et d'avoir des traducteurs, d'être sûr que la traduction était la bonne. Donc ça a été refaire traduire par une autre personne. Ça a été vraiment... Voilà. Donc choisir, je sais pas si j'ai vraiment choisi que moi en fait, tu vois. Oui, c'est très intéressant Ouais, comme point de vue. En tout cas, on sent quand même qu'il y a une co-création. Alors moi, j'appelle ça une oui, c'est co-création ça, avec la vie, c'est ça, et puis exactement. des facilités. Quand tu m'en parles, en fait, j'avais pas prévu de te poser cette question-là, mais je pense à mon cheminement, moi, donc cet été, sur vraiment quelque chose d'autre. Cette notion d'appel, j'ai fait l'expérience de laisser partir le nom que je portais pour embrasser mon nom de jeune fille. Je t'en ai parlé en off avant cet épisode-là. Et en fait, je te partageais aussi que ça m'avait amené, même énergétiquement, à changer et à transformer beaucoup de choses dans mon quotidien. Euh, Sans vraiment l'avoir décidé, finalement, j'ai simplement co-créé avec ce qui était présent. Et là, je me demande, toi, par rapport à Première Lune, donc effectivement, aujourd'hui, tu vas nous offrir un film et un documentaire et que je lui souhaite et je vous souhaite à tous les deux une très belle aventure et d'être diffusé largement. Mais qu'est-ce que toi, ça t'a fait expérimenter? Enfin, comment est-ce que Waouh. Ouais, non, tu... mais je suis en plein dedans, donc c'est la question est parfaitement juste. Alors, ce qui est assez fou, c'est qu'en fait, du coup, quand j'ai commencé le film, ma fille a eu ses premières règles 6 mois après mon projet. Non, même pas 6 mois. Oui, si, 6 mois à peu près après que je décide d'avoir ce projet. Elle avait 11 ans, donc c'était jeune. Alors, je sais pas si c'est parce qu'on en parlait tout le temps, des fois je me pose la question. Et elle a célébré ses premières règles, du coup, en 2019. En avril 2019, exactement. D'ailleurs, le 9 avril 2019, parce qu'en plus, elle l'a noté dans sa chambre. Il y a quelques jours, le 12 septembre, mon film a été donc terminé. Là, on est juste sur le fignolage du générique aujourd'hui, mais il est terminé. Et le 12 septembre, elle a eu 17 ans. Et donc, ce que j'ai vécu, c'est en fait j'ai lâché mon film et j'ai lâché ma fille qui est partie en internat et qui revient chez moi que 4 jours par mois. Donc, ça a été un énorme passage. Mais vraiment, même là, d'en parler, ça me met les larmes aux yeux. Ça a été super dur.
Merci de nous offrir aussi ce moment de Mm. vie-là. Ouais, Bah, j'ai ouais. une tendre pensée pour toi, évidemment, Et oui, et pour elle. c'est un double accouchement. Hmm. Oui. Mais bon, voilà, elle a pris son envol, le film a pris son envol, et donc c'est rigolo parce que mon monteur, il m'a dit, il y a 4 jours, il m'a dit, bon, il savait pas, il me dit, ça va être le moment de couper le cordon, et je lui dis, de quoi? Et moi, je me suis dit, mais c'est quoi cette façon de me dire les choses et tout? Et en fait, c'était tellement, je me suis dit, il pouvait pas dire une phrase aussi juste, en fait, c'était vraiment ça. Et donc, ouais, moi, je le vois vraiment comme un processus, ça avance en parallèle, c'est incroyable. Donc voilà, Merci pour avec ton plaisir, partage. avec plaisir. J'ai une sensibilité particulière pour les pays que tu as choisis. Je te l'ai partagé, donc je suis aujourd'hui en France, de nationalité française et de nationalité canadienne, avec un parcours assez initiatique au Sénégal, dans plein d'espaces et en particulier dans ma relation au temps. Et Mm, je trouve qu'à travers Première Lune, effectivement, il y a un enjeu sociétal autour de ce passage d'un âge à un autre pour la jeune fille, mais je trouve aussi, mais c'est peut-être juste par rapport à ce que moi j'expérimente, mais qu'il y a une invitation à ramener du sens et à ramener de la présence et du temps dans la vie, dans ce qui est mm. vivant. À travers mon expérience au Sénégal, je repense à Tiffen Goalda qui m'avait accompagnée avec quelqu'un qui s'appelle Fodé et qui nous avait partagé. En Europe, vous avez les montres, Oui, et nous c'est les ici en Afriques, oui, Afrique, oui. on Nous a le avons le temps. temps, je Nous la avons le connais. temps. Oui. Qu'est-ce que tu dirais, toi, du rapport du temps avec Première Lune? Est-ce que t'en partagerais quelque chose? Je pensais direct à la phrase que tu as dit parce qu'on me l'a dit plein de fois, vu que je suis allée beaucoup en Afrique, donc je la connais pas mal celle-là. Surtout quand je marchais vite, on me le disait souvent. On me voyait marcher vite et on me disait les Africains, oui, les Européens ont la montre et les Africains ont le temps. C'est intéressant comme question parce que ça fait écho à la dynamique du rythme du documentaire où dans un documentaire, on est quand même obligé d'avoir une forme de rythme pour pas que le public s'endorme. Et donc, ça, c'est une vraie problématique dans le documentaire, dans le cinéma. C'est qu'en fait, maintenant, les images vont extrêmement vite. Et tout va très vite, très vite, très vite, très vite. Et donc, j'ai choisi volontairement d'avoir certains moments qui sont plus lents, plus dans l'émerveillement, plus tranquille. Et après, il y a une phase où ça s'accélère un petit peu, mais moi, ça me fait écho à ça. Parce qu'en fait, en ayant en fait ce discours de prendre le temps de ressentir, de vivre et d'aller à l'intérieur et avoir un documentaire rythmé à fond, ben c'est vrai que c'est un peu paradoxal. Et en même temps, c'est un peu aussi, il faut choisir en fait. Enfin, il y a des coupes, voilà, il y a la musique, il faut rythmer, etc. Donc c'est voilà, c'est pas évident. Ça me fait écho à ça pour moi, en tout cas. Oui, j'entends un enjeu de cohérence et de faire en fonction de ce qui a du sens aussi pour toi. Et sûrement en lien avec ce rapport au temps et à la cyclicité C'est ça. aussi à travers la femme que tu es. Et puis, bah, effectivement, les dynamiques ou la dynamique d'un entraînement et d'inviter enfin, un espace où c'est agréable, enfin où ça reste Mm. agréable. Et je partage une dimension de l'enjeu à travers le podcast où je sens Oui, que tu dois faire des coupes. voilà, je sens qu'il y a besoin de rythme et en même temps, j'ai aussi envie de laisser de l'espace à la contemplation et à l'émerveillement et au silence parce que finalement, il y a énormément à prendre aussi dans ces Mm. espaces-là. Voilà, c'est des partis pris. Peut-être ma dernière question avant de te proposer de nous partager la suite pour Première Lune, ça serait en lien avec la place des hommes. J'avais envie de te proposer un espace pour me raconter un peu, parce qu'effectivement c'est un documentaire sur un passage que les femmes vivent, les filles en particulier, mais surtout les femmes finalement, ça fait partie de notre parcours. Mais comment ça s'inscrit dans le rapport ou la relation aux hommes d'après ce que tu en as expérimenté, d'après ce que tu en as vécu? Ça dépend les pays, évidemment. Au Sénégal, on n'en parle pas. Déjà entre femmes, on n'en parle pas. Donc avec les hommes non plus. Au Rwanda, il n'y a pas.
y a pas de tabou autour de la sexualité, il y en a aucun. Par contre, autour des menstruations, c'est vrai que le sujet a pas été forcément levé, mais en tout cas, les garçons, les hommes en général sont très attentifs au plaisir de la femme, à l'intimité, à la sensualité, etc. Donc, il y a quand même un équilibre homme-femme qui est très présent. Quand je suis allée faire tourner le rituel à Nantes, ce qui était hyper intéressant que m'a dit le père et qui est dans le film, et qui m'a dit aussi en off, c'est le fait que souvent, en fait, c'est une histoire de femmes et que les hommes, ils ont envie d'être sensibilisés et que parfois aussi, il y en a qui peuvent se sentir être mis de côté. C'est-à-dire que dans le fait de vouloir remettre la sororité au premier plan, la transmission de grand-mère, mère-fille, etc. en premier plan, bah, des fois, il y a des hommes qui peuvent mal le vivre et se sentir mis de côté parce que il y a quelqu'un qui va leur dire «Ah, c'est une histoire de femme, laisse-nous, on fait entre nous, etc.» Alors qu'en fait, justement, j'avais eu un autre papa qui m'avait expliqué ça, qui n'est pas dans le film, qui m'avait dit «Moi, je voulais juste aider, en fait, à installer la tente rouge, mettre les bambous. » Et en fait, on m'a dit non, non, c'est nous qui faisons, c'est un truc de femme, etc. Et lui, il avait juste besoin, à sa manière, en fait, de participer au rituel de sa fille, et il s'est senti exclu. Donc, j'ai trouvé que c'était des observations très intéressantes d'entendre ça. Et puis après, complètement à l'opposé, Chaumis, enfin Dominique Ranquin qui est dans le film, Chaumis ça veut dire grand-père, expliquait bien que lui, ce sont les hommes en fait qui amènent les femmes à aller à l'intérieur et ce sont les hommes qui font la sensibilisation aux premières menstruations. Parce que en fait, le fait que les hommes soient pleinement investis dedans, c'est une façon de reconnaître chez la femme sa sagesse au moment des menstruations. Donc, ils écoutent les intuitions des femmes qui sont dans leur menstruation. Ils écoutent les visions, enfin les intuitions ou les visions qu'elles peuvent avoir. Vraiment, mais Cranquin racontait que quand il était petit, il allait ramasser des mousses dans la nature parce que sa mère se les insérait dans le vagin pour absorber en fait les menstruations. C'est lui qui allait les ramasser et c'était lui qui les rinçait et qui les redonnait, qui les remettait à sécher en fait. Et c'était la même chose pour les bébés. Donc voilà, ça montre un peu la place en fait dans quelque chose qui est complètement naturel. Du coup, la place est aussi complètement naturelle, mais avec une place un peu masculine. Donc, on est dans quelque chose d'un peu plus logistique. Mais je trouve ça aussi très beau, parce que c'est de l'ordre de l'organisation, d'aider la femme à combler ses besoins de matériel, ou de prendre soin d'elle, etc. Ou d'être dans une tente rouge. Mais je sens qu'ils ont besoin d'avoir une place, tout simplement. Ils y trouvaient eux-mêmes du sens. Il y a aussi des femmes qui m'ont partagé qu'elles mettaient, par exemple, alors moi je le disais ou je l'ai fait un temps mais je l'ai plus fait après, de mettre leurs fleurs de cycle sur le frigo en autocollant pour dire bah voilà là je vais avoir mes règles. Mais bon, je sais qu'après il y a des hommes qui aiment bien savoir, mais après c'est des choses qui marchent sur le début mais qui après souvent on tient pas ce genre de choses de fleurs de cycle. Enfin voilà, c'est vrai que c'est pas. Donc même juste de le dire ou de partager. Voilà, moi je sais qu'il y avait des journées où je pouvais être très fatiguée ou parce que j'allais avoir mes menstruations, j'avais tendance à dire bon ben je sens que je vais avoir mes menstruations, je suis épuisée, j'ai vraiment envie d'être tranquille, je vais me prendre un temps, enfin voilà, mais juste de l'exprimer. En fait, je pense que voilà, on peut pas deviner à notre place non plus, ce qui pour nous paraît évident. Et après, il faut laisser une place et c'est un peu une intelligence relationnelle en fait, de se mettre à la place de l'autre, de ressentir en fait la place qu'il pourrait prendre, même si elle est infime, mais je trouve que c'est important d'y penser. Effectivement, je trouve que c'est précieux d'avoir ton retour et d'avoir un peut-être un regard qui complète la place de la femme et la place de l'homme. Enfin, il y a quelque chose à réunir, je crois, entre ces deux espaces-là aussi, parce qu'effectivement, il y a une dimension où de plus en plus, j'imagine que on tend vers une période où ça se libère dans l'expression des femmes et des jeunes filles. Mais ouais, comment est-ce qu'on fait le lien ensemble et comment est-ce qu'on ramène de la vie et de la simplicité, de l'évidence dans... En fait, c'est naturel et Oui, c'est c'est ça. vivant. C'est des processus simples si on en Voilà, il parle. faut passer par des choses, bah, c'est comme pour sensibiliser, il faut passer pour moi par des choses
très simple au début pour petit à petit après cheminer ensemble. Je pense qu'il faut y aller pas après pas. C'est important. Et après, ce qui est important aussi, c'est de penser aux pères qui sont seuls avec leurs filles. Parce que ça, souvent, eux, ils ont aussi besoin de savoir. Il y a plusieurs pères qui m'ont écrit souvent par email en me demandant comment faire, qui savaient pas trop, qu'est-ce qu'il fallait surtout pas dire. Alors souvent, ils sont inquiets, ils ont peur de faire mal. Et voilà, moi je leur dis, en fait, tant que vous faites avec le cœur, même si c'est maladroit, ça ira très très bien. Il y a pas, voilà. Et donc souvent, de plus en plus, j'entends des jeunes filles qui ont leur père, qui sont assez ouverts à la discussion. Et qui voilà qui vont acheter les serviettes eux, qui veulent absolument faire ce genre de choses. Donc on est quand même dans quelque chose de concret, parce que l'émotionnel, voilà, on peut y aller ensemble, mais ça passe par montrer que je suis disponible en tant que père. Si je me préoccupe pas déjà d'être sûre qu'elle ait des serviettes ou qu'elle ait pas mal au ventre et des choses comme ça. En fait, c'est des portes d'entrée pour moi, c'est vraiment ça. C'est très très beau et ça ouvre aussi des espaces dans la relation de partage, d'expérience, de plein de choses. C'est tellement précieux. Merci infiniment, merci Mélanie. Je suis très heureuse d'avoir eu cette conversation avec toi. Est-ce que tu peux nous partager la suite de Première Lune ? Comment Tout à fait. Comment est-ce qu'on retrouve ? Je suis assez débordée. Donc il est en avant-première à partir du 7 octobre jusqu'au 7 janvier. Après, il est en sortie nationale le 7 janvier. Il y a la possibilité sur le site internet de premièrelune.fr de voir toutes les avant-premières que j'essaie de mettre à jour tous les 3 jours avec les nouvelles dates qui s'affichent. Pour l'instant, je suis présente à toutes les avant-premières. Et il y a souvent des associations. Oui, donc j'ai un grand tour qui est prévu. J'ai prévu de changer de voiture. Voilà, donc je suis quasiment présente. Enfin, là, je suis présente à toutes pour l'instant. Et après, il y aura des ciné-débats. Il y a des dates qui sont déjà calées jusqu'en juin de l'année prochaine pour permettre aussi aux collégiens de participer à des séances l'après-midi. Voilà, donc il suffit juste de regarder les avant-premières, de réserver aussi parce que des fois, ça va très vite. Quand il y a une association qui vient, par exemple, ça peut très vite se remplir. Donc voilà. Et après, faut pas hésiter à en parler, proposer des séances près de chez soi. Je mettrai évidemment toutes les informations en description de cet épisode de podcast. Merci. Je souhaite une très longue vie à ton projet et à ce cheminement-là. Je suis certaine que ça va t'emmener dans d'autres espaces. J'ai été ravie de te recevoir. Merci beaucoup. Merci à toi. Ta présence. Eh bien, merci à bientôt. À bientôt.